Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle newsletter d'information pour le mois de février 2023. Un début d'année sur les chapeaux de roue, rien n'arrête la hausse. Alors rappelez-vous, je vous avais dit sur ma newsletter prévisionnelle que tout se jouerait au premier trimestre. Il y a un élément technique qui laissait penser que s'il y avait des plus bas à venir, cela se jouerait au premier trimestre. Nous ne sommes pas tout à fait à la moitié du premier trimestre. Voilà, c'est que le début d'année et ça ne fait que flamber. Alors la question, est-ce qu'on peut écarter un plus bas sur 2023 ? Si vous avez vu mon analyse du CAC sur la précédente newsletter et là mon analyse récente du Dow Jones et du S&P, on voit qu'effectivement nous sommes dans une situation très positive. On fera le point à la fin de cette newsletter. Je ferai le point sur le S&P et le CAC 40. Mais effectivement, on peut faire de nouveaux plus bas. Mais voilà. Moi, ça me paraît relativement peu probable, et en tout cas peu probable à court terme. Alors, un très beau mois de janvier, nous avons vu que le 24 janvier, le CAC avait déjà 14 hausses sur 17. Meilleur mois de janvier pour le Nasdaq qui fait 10,7% depuis 2001. Alors 2001, on sait comment cela s'est terminé. Mais là, je dirais que ça ne ressemble pas à 2001. Enfin, au vu d'aujourd'hui, là, début février. Une baisse de l'inflation, la désinflation a commencé, comme l'a dit M. Powell, et les marchés voient déjà des baisses de taux au cours de l'année. Alors que M. Powell a dit que cela ne se produirait pas avant fin 2023. Voilà, maintenant c'est terminé. On va revenir tranquillement à 2% et les taux vont pouvoir baisser. Comme ça, il y aura beaucoup de liquidités et les marchés pourront monter. Voilà ce que pense le marché actuellement. Enfin voilà. C'est ce qu'il veut vous faire croire. Et effectivement, les cours suivent. Vraiment, c'est fortement acheteur. L'inflation baisse parce qu'effectivement, l'économie ralentit. Mais la baisse de l'inflation n'est due qu'à l'énergie. C'est l'énergie, c'est la baisse de l'énergie qui fait chuter l'inflation. Voilà. Il y a également quelque chose à noter en ces débuts d'année. C'est le début d'année le plus actif au niveau des émissions de dette sur le marché obligataire avec 600 milliards de dollars. Effectivement, les prêteurs sont alléchés par les rendements, donc ce qui fait que voilà, de la dette et toujours de la dette. En tout cas, les marchés sont optimistes, tout va s'arranger, tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien voilà, on va commencer là, on va parler d'un peu tout ça, on va parler des banques centrales, on va parler des statistiques économiques. Qu'est-ce qu'on va avoir en atterrissage en douceur finalement ? On va le voir. Également, on va parler des résultats d'entreprise parce que là, c'est très très intéressant. Et à la fin, je vous donnerai mon avis personnel. Et on fera un petit point effectivement sur le S&P 500, le CAC 40. Après une année 2022 catastrophique, on a vu le plus gros fonds au monde, le fonds norvégien, perdre 150 milliards d'euros. Une performance de moins 14,1% sur les marchés financiers. Là, voilà, c'est l'explosion. Ce que voulait le marché arrive, c'est-à-dire un ralentissement de la hausse des taux par les banques centrales. On voit justement la Banque centrale norvégienne faire une pause dans la hausse des taux. La Banque du Canada a relevé ses taux de 0,25, mais maintenant il faut une pause, ils l'ont bien dit. La Réserve fédérale a monté ses taux de 0,25%. Il y aura probablement une autre hausse de 0,25%. Ils vont les mettre au-dessus de 5%. Voilà, c'est ce qui se dit. Comme je vous l'ai dit, Powell a dit que ça ne s'abaisserait pas avant fin 2023. Alors, en fait, il y a toujours une contradiction. Monsieur Bostic dit que nous sommes arrivés à un niveau suffisamment restrictif. Et en fait, Monsieur Powell dit qu'il faudra encore 2 hausses de taux pour arriver à un niveau suffisamment restrictif. Voilà. La Banque centrale européenne a monté de 0,50. Madame Lagarde a bien précisé qu'il y aurait d'autres hausses, mais elle a dit bien sûr c'est un petit peu un message dovish, mais c'est pas sûr qu'on les montera de 0,50. Voilà. La Banque d'Angleterre a monté de 0,50. M. Bailey a dit qu'il n'y aurait pas d'autres hausses aussi fortes et que l'inflation avait atteint probablement un pic, que l'inflation sera à 3,9% à la fin de l'année contre 5,3% attendu.
Et on voit que le FTSE a fait un plus haut historique. Hein. Le CAC 40, ce n'est pas encore le cas. Alors c'est vrai qu'on vous dit qu'en Angleterre, ça va très mal, mais en tout cas, le FTSE fait un plus haut historique. La Bank of Japan, quant à elle, continue sa politique accommodante malgré une inflation au plus haut depuis 1981 à 4%. Très surprenant d'ailleurs, et ça a fait plonger le yen. Alors le message des banques centrales, et notamment de la Fed et de la BCE, c'est qu'il va falloir continuer à monter ces taux et qu'il faudra les laisser à un niveau certainement restrictif pendant un certain temps, hein, pour que l'inflation revienne à 2%, que le combat n'est pas terminé. Monsieur Lann l'a bien précisé effectivement qu'il va falloir amener les taux à un certain niveau qui va brider la croissance. Et en fait, voilà, ce message, c'est le même que celui d'il y a plusieurs mois en fait. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas terminé, c'est-à-dire que même là, s'ils ralentissent, il va falloir encore les monter, car le combat contre l'inflation n'est pas encore gagné. Alors en fait, ce message-là, actuellement, il y a deux choses à retenir, c'est que ce message-là avait fait plonger les marchés en 2022, alors que là, il monte, d'accord ? Et après, on voit qu'il y a des contradictions. Il y en a un qui est un peu plus hawkish, l'autre qui est plus dovish. Et bien sûr, on s'aperçoit que voilà, c'est tout ce qu'ils disent. Il y a de fortes chances que ça ne se produise pas exactement comme ils le disent. Alors on vous dit ça, rappelez-vous quand M. Powell disait que l'inflation serait transitoire. Et bien Mme Lagarde avait dit qu'il n'y aurait pas d'inflation. M. Villeroy de Galhau l'avait dit également qu'il n'y aurait pas d'inflation. Donc là, on ralentit, ça va mieux. La désinflation, donc c'est vrai que quand Powell a dit la désinflation, alors là, bien sûr, ça n'a plus au marché. Mais le marché, il sait où il va et il le sait bien avant l'intervention de M. Powell. Voilà, ça c'est tout est sur le graphique, mais bien sûr ça demande beaucoup de travail pour le voir. Donc c'est un peu toujours pareil, c'est à noter, donc ce qu'ils vous disent ne reflète pas le futur. Hein. C'est-à-dire que voilà, en fait, eh bien, les taux vont peut-être continuer à monter, ou alors ils vont les baisser beaucoup plus tôt. Enfin voilà, bon, ça c'est. On va en parler un petit peu à la fin, hein, sur justement ce qui peut se passer. Parce qu'il faut se méfier du marché, donc comme à mon habitude, voilà, je livrerai mon analyse. Et là, c'est vrai que là, vu la hausse actuelle, il faut s'en méfier. Ce n'est pas fini, et justement, ce n'est pas fini. On s'aperçoit que la hausse est très importante depuis le début de l'année, alors que grosso modo, et on va y venir maintenant, les gourous, voilà, comme disait Weinstein, voilà, les chefs, les patrons de Wall Street, en fait, ils délivrent des messages plutôt pessimistes. Et d'ailleurs, des messages pessimistes depuis l'année dernière, alors que là, ça ne fait que monter, et plus ça monte, plus c'est pessimiste. Alors que parallèlement, je vous ai expliqué déjà à la fin de l'année que la condition était un mauvais premier trimestre, c'est-à-dire une chute des bourses au premier trimestre, pour qu'effectivement on fasse de nouveau plus bas. Et après, bien sûr, j'ai parlé du Nord. Voilà, le Nord. Pourquoi le Nord ? Voilà, direction le Nord. Parce que le Nord, c'est la hausse, et le Sud, c'est la baisse. Et donc, ma précédente newsletter, voilà, je vous ai bien dit qu'il y avait de fortes chances que l'on aille vers le Nord. Alors, ces gourous, que nous disent ces gourous ? Les gourous de Wall Street sont très pessimistes. Et bien sûr, là, les nouvelles que je vais vous donner, c'est depuis la newsletter de janvier. Ça veut dire que ça date de quelques semaines pour la plupart. Et en fait, les marchés n'ont fait que monter depuis ces nouvelles pessimistes. Alors c'est vrai que moi j'ai annoncé sur mon groupe Facebook, et je crois que j'en ai même parlé sur la newsletter de janvier, que 2023 est égal à 2019. Hein. Alors rejoignez-nous, vous pouvez, c'est gratuit, je vous mets le lien là sur la vidéo. Et voilà, 2023 ressemble fortement pour le moment à 2019. Hein. Voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous avions eu une forte baisse en 2018 qui avait fait très très mal pour les portefeuilles des gérants. Et voilà, donc tout le monde s'attendait à un effondrement, et puis c'est reparti là. En ligne droite, voilà, algo on, comme je dis, algo on, c'est-à-dire, voilà, hein, c'est la marche en avant. Alors, Jamie Dimon qui avait prévu un ouragan économique, s'attend à un repricing important. Voilà. Alors après, nous avons le patron de Deutsche Bank qui dit « Pour l'amour de Dieu, nous ne devons pas sous-estimer l'inflation » et il espère que les banques centrales vont continuer à monter leurs taux. C'est exactement ce qu'il a dit, hein, « Pour l'amour de Dieu ». Vous vous rendez compte ? Parce que c'est vrai, ce que les Allemands n'aiment pas, c'est l'inflation. Bon, la croissance, ils s'en foutent.
Mais l'inflation, par contre, ils n'aiment pas trop, effectivement. Donc, pour l'amour de Dieu, il se revoit en 1933, le patron de la Deutsche Bank. Parce que là, la BCE, enfin, bon, je fais une petite parenthèse, mais la politique de la BCE, c'est l'inflation, c'est-à-dire une inflation basse, c'est-à-dire c'est pas de croissance. Ils ne sont pas pour la croissance, eux. Ils sont pour une inflation basse, qui n'est pas pareil. Parce qu'une inflation basse, il n'y a pas de croissance. Voilà, donc on préfère une inflation basse à de la croissance. Bon, après, moi, je ne trouve pas que ce soit une bonne politique, mais bon. Après le patron de la Deutsche Bank, nous avons plus de 500 économistes qui revoient à la baisse les perspectives économiques pour 2023. En gros, c'est noir, c'est noir. Hein. Les gérants sont majoritairement baissiers pour 2023. Alors, c'est vrai qu'ils le sont moins que lors du quatrième trimestre. Ils voient un S&P 500 à 3900 à la fin de l'année et le Bitcoin à 15 500 points. 15 500 $, pardon. Alors c'est vrai que là, on est bien loin des 15 500. Alors ça, bon voilà, ce que je veux dire, je l'ai toujours expliqué. Moi, je suis incapable de vous dire à combien sera le CAC fin décembre et même fin mars. J'en sais rien. Hein, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que tout le temps, c'est pareil au mois de décembre et en début d'année, on vous dit, ben oui, à la fin de l'année, le CAC il sera là, le S&P sera là, le Bitcoin il sera là. Alors bien sûr, ils se trompent, et je dis bien qu'ils se trompent à chaque fois, mais tous les ans, ils ressortent la même chose. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous pensez quelque chose, bon ok, je pense ça, d'accord, mais si vous avez tort, pourquoi continuer tous les ans à dire ben non, ben là le CAC il sera à tel, le S&P sera à temps, voilà, donc c'est voilà, croire ces gens-là, c'est sûr que ça amènera des pertes à votre portefeuille. Alors 2023, une année difficile pour les actions à cause du recul des bénéfices. Alors effectivement, le recul des bénéfices, ça on va y venir sur la section suivante concernant les résultats d'entreprise et les statistiques. Bank of America, les marchés ignorent l'histoire et voient tout trop beau. Hein, voilà, Bank of America. Et pour les analystes de BlackRock, ils disent que les marchés sont vulnérables aux mauvaises nouvelles et n'anticipent pas, sont mal préparés à l'arrivée des récessions. À l'arrivée des récessions. Alors, il me semble qu'on vous a dit, il n'y a pas si longtemps dans la semaine, qu'il n'y aurait pas de récession et que même le gouvernement allemand a bien précisé qu'il n'y aurait pas de récession. Là, on vous dit, ben non, finalement, il va y avoir une récession. Ou des récessions. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Hein. En tout cas, ça, on va en parler après. Et après, bien évidemment, le FMI, qui est quand même plus optimiste pour 2023, se contredit en disant ceci: les banques centrales devraient faire comprendre au marché que les taux vont rester à un niveau suffisamment restrictif et élevé pendant un certain temps pour ramener l'inflation à sa cible et empêcher un rebond des prix. Et pour le directeur des investissements d'Amundi, l'extraordinaire rallye des actions et des obligations est allé beaucoup trop loin. Et l'inflation va nous surprendre par sa rigidité. Alors ça, c'est possible, effectivement. Parce que je voulais vous le garder pour la conclusion, mais l'inflation a rebondi à janvier en France. C'est supérieur aux attentes. Bon, mais sûr, le marché, non, le marché continue à aller vers le nord. Hein. Donc, effectivement, oui, comme le disait Michael Burry, l'inflation, c'est des cycles, et que là, il y a une petite baisse, et qu'après, ça va repartir. Alors oui, mais il dit l'extraordinaire rallye des actions, des obligations a été beaucoup trop loin. Oui, mais moi, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être pas terminé. Voilà. Et c'est vrai qu'honnêtement, bon, on va le voir après, mais quand on regarde le graphique, on a l'impression que ça va continuer là. Vous voyez, beaucoup trop loin. Ben oui, peut-être beaucoup trop loin, mais c'est peut-être pas fini. C'est toujours la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça repart, on vous dit, mais non, il ne faut surtout pas y aller. Rappelez-vous, quand je vous ai dit la dernière newsletter, qu'en fait, le meilleur moment pour acheter des actions, ça sera dans un an. Il y a un gérant qui a dit ça. Ça sera dans un an, et encore, c'est pas sûr. Et là, ça fait que flamber. Donc, bien sûr, pas toutes les actions, mais voilà, ben, vous le savez. Voilà, ceux qui connaissent le marché, connaissent les valeurs, ça ne fait que flamber. Alors à chaque fois, on vous dit ben non, et après quand on sera à 8 ou 9 000, on vous dira ben là il faut acheter. Quand ça sera trop haut, on vous dira qu'il faut acheter. Et quand c'est le moment d'acheter, on vous dit non, surtout pas. Hein. Voilà, c'est toujours la même histoire, vous le voyez bien. Alors tout ça, voilà les gourous, les fameux gourous qu'affectionnaient Jesse Livermore et Stan Weinstein,
sont plutôt très pessimistes. 2023, voilà, repricing important. Non, on est les gérants, on est vraiment pessimistes. Voilà. Non, les marchés voient tout trop beau. Le marché n'est pas préparé à l'arrivée des récessions, mais oui, peut-être. Mais qu'en est-il vraiment? Voilà, est-ce que cet atterrissage en douceur va vraiment avoir lieu? On va le voir maintenant avec les stats. On va faire le tour des stats et le tour des publications. Hein, et on va voir justement la réaction du marché. D'accord? Qu'est-ce qu'a fait le marché par rapport à ces stats et par rapport à ces publications, notamment celle des GAFAM. Alors, atterrissage en douceur ou pas? Alors, les mauvaises nouvelles au niveau des statistiques. C'est un bond de plus de 50% des défaillances d'entreprises selon Antares en fin 2022. Nous avons un endettement des entreprises suisses au plus haut depuis 2010. Les entreprises au bord de la faillite en Grande-Bretagne ont augmenté de 30%, donc dû à la dette et à l'inflation. Les licenciements, nous voyons qu'il y a les entreprises Microsoft, Amazon, Goldman Sachs, Philips et Google vont licencier des milliers d'employés. Alors voilà, comme je ne sais plus qui c'est qui disait ça, que justement le licenciement, il faut le faire quand ça va bien. Alors peut-être que ça va encore bien. Voilà. Donc licenciement, bon bien sûr, hein, c'est jamais très bon, surtout pour ceux qui sont employés. Mais effectivement, est-ce qu'ils licencient avant que ça aille mal, ou est-ce qu'ils licencient parce que c'est trop tard? Ça, on va le voir bien sûr dans les mois à venir et sur les futurs résultats. Alors l'économie américaine ralentit, effectivement, mais attention, il y a des contradictions. Alors elle ralentit parce que les ventes au détail sont inférieures aux attentes. Alors rappelez-vous que la consommation américaine, c'est 2/3 du PIB. La production industrielle est inférieure aux attentes. Donc la production industrielle, justement, est un élément très important donc dans l'établissement du PIB. Voilà, si ça recule, effectivement, la production recule, et le PIB risque d'être affecté. Mais bien évidemment, c'est toujours voilà, quelques mois plus tard. Hein. C'est effectivement, les répercussions ont lieu quelques mois plus tard. Nous voyons également que les PMI manufacturiers et des services américains sont nettement en contraction, voilà, inférieur à 50, donc ça c'est pas très bon. Mais après, vous voyez qu'il y a des contradictions. Le PIB déjà est à 2,9 points en première estimation, contre 2,6, donc supérieur aux attentes. Le NFP est nettement supérieur aux attentes, avec 585 000 créations d'emplois contre 189 000 attendus. Donc là, c'est-à-dire que l'emploi... on voit que le chômage continue à baisser, les demandes d'allocation chômage continuent à baisser, que l'emploi est très fort. Donc ça, c'est pas un signe de récession. L'ISM des services est nettement supérieur aux attentes à 55 alors qu'on l'attendait à 50,4. Les commandes de biens durables à 5,6, nettement supérieures aux attentes, on les attendait à 2,9. Alors c'est vrai que l'ISM manufacturier est en contraction légèrement inférieure aux attentes, en sachant que l'industrie représente 11% de l'économie américaine. La consommation avec le Michigan est légèrement supérieure aux attentes, bien qu'il reste très bas, à 64,9. Au niveau de la zone euro, on voit que l'indice de confiance des investisseurs, le ZEW, se redresse en janvier à 16,9 contre moins 15 et que l'IFO s'améliore. Alors, la première estimation du PIB pour l'Allemagne est à moins 0,2 contre 0. Donc voilà, le gouvernement qui a dit finalement il n'y aura pas de récession pour l'instant. Là, bon, c'est la première estimation seulement, on est à moins 0,2. Par contre, en zone euro, on a une très bonne nouvelle parce que le PIB c'est à plus 0,1 alors qu'il était attendu à moins 0,1. Et on voit que l'activité dans le secteur des services s'améliore après 6 mois de baisse. Alors effectivement, on aurait tendance à penser que ça va mieux. C'est vrai que quand on voit ces statistiques et que finalement les PIB, sauf l'Allemagne, c'est plutôt bon, et notamment les États-Unis, le marché du travail reste solide, comme le dit ici bien M. Powell. Les salaires ne s'emballent pas, on a une baisse de l'inflation. Voilà. Donc là, on pourrait penser, au vu de ces statistiques, que voilà, on pourrait peut-être éviter la récession, à voir. Hein. En fait, ce n'est pas si mal.
ce n'est pas si mal. Et on voit que malgré les hausses des taux, aux États-Unis, ça résiste bien. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Globalement, on peut l'interpréter de cette manière. Alors maintenant, on va passer aux résultats d'entreprise. Là, bien sûr, ce n'est pas la même chose. Alors, on vous avait promis des warnings. Et effectivement, on a été servi au niveau des warnings. Passons aux résultats d'entreprise, mes chers auditeurs. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est qu'à chaque fois, les analystes révisent fortement à la baisse la prévision des bénéfices. Et pourtant, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que cette fois-ci, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Les résultats sont très mauvais dans leur ensemble. On peut citer Goldman Sachs, recul de 70% du bénéfice net. De toute façon, en général, les banques, c'est mauvais. Voilà. Netflix, un bénéfice net de 55 millions contre 607 millions. Un bénéfice net par action de 12 cents contre 55 cents. Avertissement de Pfizer, de Caterpillar, de Qualcomm, de Microsoft. Intel, j'en parle même pas, c'est une vraie catastrophe. Perte annuelle historique pour Amazon, avertissement de Google. Résultat inférieur aux attentes de Meta Platforms, ça n'a pas empêché à l'action de prendre 20%. Plus forte baisse du chiffre d'affaires pour Apple depuis 2016. Donc là, si vous voulez, Apple, elle aurait dû perdre 20% vendredi. Mais non, elle a monté de 2,86 de mémoire. Donc on a ouvert en baisse et puis ça finit en hausse. Alors ce que vous remarquez, voilà, bon, je ne vais pas tous les faire, mais grosso modo, c'est mauvais. Les résultats sont mauvais et les marchés achètent. Alors, voilà, par exemple, Microsoft, ça a chuté, mais après, c'est remonté. Oui, je crois que de mémoire, elle a terminé à l'équilibre le jour des résultats. Le lendemain, parce qu'il publie à 22h. Donc, en fait, le marché achète alors que c'est mauvais. Et surtout, vous remarquez quelque chose. Il y a du cash. Et donc, Meta Platform, bon, c'est mauvais. Alors, il y en a qui vont vous dire, qui vont vous expliquer que finalement, ça va aller mieux par la suite. Enfin, c'est toujours la même rengaine. Mais ils annoncent quand même 40 milliards de dollars de rachat d'actions. Alors, n'oubliez pas, le rachat d'actions. Les rachats d'actions font monter, bien sûr, les titres. Voilà, parce que les sociétés rachètent des actions. Ils ont beaucoup de cash. Et donc, après, les traders, ils suivent derrière. Donc, voilà ce que l'on remarque. Déjà, donc ça, je pense que le marché l'a retenu, que Meta Platform utilise 40 milliards de dollars pour acheter les actions, et que le marché achète alors que les résultats sont mauvais. Et ça, bien sûr, c'est très significatif. Quand vous avez des nouvelles négatives et que le marché achète, voilà, ça veut dire que ça va monter. Alors on vous dit, les gourous vous disent que finalement non, mais non, ça c'est un signe. Quand les mauvaises nouvelles sont achetées, c'est plutôt un signe. Alors avant de conclure cette newsletter et de vous dire ce que j'en pense, bon déjà, ce que je peux vous dire, c'est que il va peut-être y avoir une consolidation. Enfin, on va voir déjà les graphiques. Je vais faire un petit point sur les graphiques avant de conclure. Mais de toute façon, je vous l'annonce tout de suite, s'il y a une consolidation là maintenant, ce qui n'est pas sûr, c'est 6800, 6750. Et moi, je ne la vois pas aller en dessous. C'est-à-dire qu'en grosso modo, c'est ça. Moi, je vois un objectif de 6800, 6750 à la baisse sur le CAC. Voilà. C'est, sauf bien sûr, mais ça, bon, ça je vais y venir, catastrophe. Mais là, voilà, vous voyez ce qui se passe. Et notamment, lorsque les résultats sont mauvais et qu'ils sont achetés, voilà, c'est quand même un signe de hausse pour les marchés. Donc, cet objectif. Mais maintenant, quand même, regardons le S&P et le CAC 40. Alors, on commence par le CAC 40. Là, vous avez la vue hebdomadaire. Vous voyez ce magnifique Marubozu ici, voilà. Et que, comme je vous avais montré lors de la dernière analyse en janvier, nous sommes dans un range. Vous voyez, nous sommes sur les plus hauts historiques. Quasiment, on n'est pas très loin. Là, nous avons une très belle bougie. Et nous sommes dans un range, voilà, d'accord, hebdomadaire, parce que là, vous le voyez pas, mais il y a un petit bout de nuage bleu qui s'affiche par la suite. Donc là, c'est réellement un range. Ça veut dire que potentiellement, on peut revenir vers le bas du range. C'est possible. Ce n'est pas certain, mais c'est possible. C'est une probabilité, d'accord ? Bien évidemment, pour redescendre vers le bas du range, ça va mettre un certain temps. Vous êtes d'accord ? Sauf s'il y a un accident. Voilà. Vous voyez là, par exemple, ici, donc, vous voyez, entre le plus haut ici
Et le plus bas ici se passe plusieurs semaines. D'accord? Donc là, on sait que vous êtes sur un range hebdomadaire. Nous avons les unités supérieures qui sont haussières. Et donc, là, on peut revenir potentiellement vers le bas. Et ça va mettre un certain temps. Bien évidemment, on peut casser par le bas. Mais ça va être encore plus long. C'est-à-dire que si toutefois, on faisait un plus bas qu'en 2022, ce qui paraît improbable, mais les algos, ils aiment ça, justement, quand c'est improbable, eh bien, ça ne serait pas pour tout de suite. Bien évidemment. Mais là, moi, j'aurais tendance à penser qu'on va aller plus haut. J'aurais tendance à penser qu'on va casser ce canal et qu'on va faire de nouveaux plus hauts historiques. Bien évidemment, on ne peut écarter à court terme une consolidation, et là, je vous en ai parlé récemment, c'est-à-dire avec une baisse, je pense, qui n'excédera pas les 6750 points, je vois plus un 6008. Voilà, mais pas certain. Peut-être que là, finalement... Si vous l'avez vu, les résultats américains, comme ils sont mauvais, et ça n'a fait que monter. Et même si ça baisse au départ, ça remonte après. Donc là, moi, j'aurais tendance à penser, contrairement au directeur des investissements d'Amundi, que justement, l'excès, enfin voilà, peut continuer et on peut continuer à monter. Donc on va voir le S&P. Le S&P, là nous sommes en unité jour. Alors je vous recommande de regarder mon analyse que j'ai faite récemment du Dow Jones et du S&P sur ma chaîne YouTube. Alors voilà, vous remarquez que en fait il y a une reprise. Vous voyez, il y a une reprise. Là c'est plutôt un range, d'accord ? Et là, il y a une reprise du S&P 500. On a dépassé l'ancien plus haut ici. Donc, ça a tendance à aller vers le haut au niveau du Kumo futur. Donc là, juste, moi, ce que j'ai à vous dire sur le jour, parce qu'on va passer à l'hebdomadaire, ce que j'ai à vous dire, c'est que maintenant, ben voilà, vous le savez, ceux qui me suivez, cassez-moi le Kumo, là. Donc, moi, je veux bien que ça rebaisse. Ce qui est possible, on va voir avec l'hebdomadaire. Mais maintenant, messieurs, le but est de casser ce petit Kumo. Voilà, il faut casser ce Kumo. Et si on casse le Kumo, eh bien ça baissera. Et s'il y en a qui vous disent que ça va baisser, mais que le Kumo n'est pas cassé, eh bien ça montera. Voilà. Donc maintenant, on va regarder l'hebdomadaire. Alors, pour suivre l'analyse récente du SP500, là nous sommes en hebdomadaire. Voilà, donc qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez que nous sommes toujours en phase 4 de Weinstein. Voilà, donc effectivement, c'est un petit peu mieux en jour, mais que, bon, on a dépassé la moyenne 30 ici en noir, mais que le Kumo est toujours baissier et peut continuer à descendre. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? C'est passer SSB ici. Voilà, c'est passer SSB ici. Et vous voyez que nous serons également sur un double top, sur un range potentiel, sauf que le range, bien sûr, voilà, ça sera, si vous voulez, sur un Kumo baissier. Enfin voilà, c'est pas le range, je veux dire, où vous avez le bleu et le vert qui s'entrecroisent sur le Kumo, mais là on sortira d'un Kumo baissier et ce sera un range. Donc là, en fait, ça peut baisser. C'est toujours pareil, ça peut baisser et ça peut descendre en dessous de celui-ci ici. Bien évidemment, ça va être long. Mais c'est toujours baissé sur le S&P 500. Par contre, la différence avec la dernière fois, c'est qu'il faut casser le petit Kumo jour. Voilà. Là, on ne peut écarter que ça reparte et qu'on sorte de cette phase baissière sur le SP500. Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense. Est-ce qu'on va avoir une conso ? Voilà, je vais vous dire tout ça dans la conclusion de cette newsletter, comment je vois les marchés à quelques semaines. La prochaine newsletter aura lieu la deuxième partie du mois de mars, enfin, parce qu'après moi, je suis absent quelques jours début mars, donc je serai présent sur les marchés bien sûr, mais je prends quelques jours, donc la newsletter n'aura pas lieu pas avant, je pense, vers le 10 ou la deuxième partie du mois de mars. Voilà, donc maintenant, je vous donne rendez-vous pour la conclusion. Finalement, comme le dit BlackRock, le marché n'est pas préparé face aux récessions. Est-ce qu'il va y avoir une récession ou pas ? Enfin, des récessions ou pas, c'est la question.
Alors, il y a plusieurs choses à retenir, mais la première chose à retenir, c'est celle-ci, et j'ai tenu à en parler lors de la précédente newsletter, c'est-à-dire la dissonance cognitive. C'est-à-dire, c'est ce que font la presse, les analystes, etc. C'est-à-dire qu'ils vous disent un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Alors, bien évidemment, moi, ce n'est que mon avis. Mais moi je n'écoute pas quelqu'un qui va vous dire un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Moi j'écoute quelqu'un qui vous informe correctement et qui vous explique les choses. Donc cette dissonance cognitive, il va falloir s'y habituer. C'est-à-dire qu'on va vous dire, ben non, il n'y aura pas de récession. On vous l'a déjà dit là d'ailleurs, on a commencé à vous le dire. Puis je sais plus, un jour ça va baisser. Ah ben si, finalement la récession. Voilà, donc ça va être ça. Ça va être justement, ben oui, un jour ce sera la récession, un autre jour ce ne sera pas la récession. Que l'économie américaine va connaître une légère récession à cause des politiques restrictives de la Fed. Mais bon, voilà. Donc ça va être ça. Donc ça va continuer. Et puis maintenant, pourquoi les marchés montent? Pourquoi les marchés montent? Parce qu'effectivement, il y a des éléments qui pourraient laisser penser, et notamment les résultats d'Apple. Non, mais un CA qui en baisse depuis 2016, voilà, elle aurait dû baisser. Des résultats qui laissent penser que justement les marchés devraient baisser. Ça devrait baisser. Les défaillances d'entreprises, etc. Voilà. Mais le marché monte. Et pourquoi le marché monte? Parce que le marché s'en fout totalement des résultats. Voilà. Le marché, vous savez ce qu'il y aura? Il y aura de l'inflation, le marché. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il pense que l'inflation va baisser. L'inflation va baisser, ça y est, c'est la désinflation, c'est terminé. Donc eux, ils pensent que l'inflation va baisser. Alors bien évidemment, on est toujours dans le même truc là. C'est-à-dire qu'il y en a qui savent certainement que ça ne va pas baisser, mais ils donnent cette impulsion, toujours pareil. On y va, c'est tout droit, que ça va baisser. Le marché, il n'y a que l'inflation qui l'intéresse, voilà. Mais pas que l'inflation, il y a aussi les taux qui l'intéressent. Et donc le marché pense que les taux vont baisser en 2023, parce que ça amène plus de liquidité. Notamment, il y en a un qui a dit, alors je ne l'ai pas retenu, que la BCE baisserait ses taux au mois de juillet. Voilà. Donc c'est ça le truc, c'est le marché veut que l'inflation baisse et il veut que les taux baissent. Puis, et c'est vrai que j'en ai pas parlé, il y a la reprise de la Chine. Il y en a qui disent que la Chine maintenant c'est la première puissance économique. Voilà, c'est important la Chine, il y a beaucoup d'habitants, même si c'est une population vieillissante. Et surtout, la Chine, le PIB est au plus bas depuis 1976 avec 2,9%. Et la Chine, en fait, utilise actuellement une politique accommodante. Ils injectent des liquidités, justement, le gouvernement chinois. Donc ça, c'est ce qu'aime le marché. Donc l'inflation va baisser, on va baisser les taux, la Chine se reprend parce que le Covid, en gros, c'est fini. La politique restrictive face au Covid est terminée. Donc c'est ce qu'aura le marché, et c'est pour ça que le marché fait ce que j'appelle l'algo-on, c'est-à-dire on achète quoi qu'il arrive. Voilà. Alors maintenant, avant de vous dire ce que j'en pense, vous le savez, mais je vais expliquer un peu plus, détailler un petit peu plus. Ce que je vais vous dire, c'est que je reviens un peu sur la dissonance cognitive. Donc, ce qui va se passer à un moment ou à un autre, il y aura une consolidation, il y aura une baisse, et là, justement, ça sera ce que je vous ai dit. Donc là, on vous dira, ben non, finalement, l'inflation remonte, ou l'inflation va remonter. L'inflation va remonter. Alors, voilà, je vous le répète, je vous l'ai dit dans cette newsletter, que l'inflation en France est remontée au mois de janvier, légèrement supérieure aux attentes à 0,1 contre 0. Et puis ils vous diront, finalement ils vont pas baisser les taux. Alors ça c'est pour faire baisser le marché, c'est un prétexte. Voilà. Donc ça va être ça, vous verrez. Voilà. Donc mais finalement l'inflation va repartir. Ils vont pas baisser les taux alors qu'ils n'ont jamais dit qu'ils baisseraient les taux. Pour moi il a dit peut-être, et ça sera pas avant la fin de l'année. Mais ils vont dire mais si finalement ils vont baisser les taux. Mais là non, finalement ils vont pas les baisser. Donc voilà, ils vont trouver un prétexte pour faire chuter les marchés et ça sera sur l'inflation, sur les taux. Vous verrez. Voilà. Si vous voulez, moi j'étudie le marché, je suis devant les écrans de 9h à 14h tous les jours. Donc bien sûr, je ne suis pas scotché devant, des fois je fais autre chose, je suis là, je surveille plus ou moins. Mais grosso modo c'est ça. Donc si vous voulez, moi j'étudie le marché,
Je travaille beaucoup, donc j'essaie de vous fournir de bonnes informations. Et puis, vous savez, bien sûr, je vous remercie, donc ceux qui me suivent, et je vous remercie également de vos commentaires et de vos likes. Voilà, ça me fait super plaisir. Mais voilà, c'est ça qui va se passer. Ils vont trouver des prétextes et ça sera là-dessus. Alors, ce que j'en pense, je vous l'ai dit. Pour moi, si ça baisse là, ça va pas aller très très loin. Effectivement, ça ressemble à 2019, un marché fortement acheteur, et je me répète, lorsque les résultats sont achetés, les mauvais résultats sont achetés, c'est plutôt positif. Alors, on vous avait annoncé les warnings, mais on vous avait annoncé surtout que, si vous voulez, cette inflation, il y a vraiment un décalage. C'est-à-dire qu'en fait, les mauvais résultats vont arriver surtout au premier trimestre. Donc voilà, la question est-ce qu'au premier trimestre, mi-avril, les résultats vont être catastrophiques et est-ce que les marchés vont vendre ces résultats? Voilà, donc voilà, on se donne rendez-vous. Sur les résultats du premier trimestre, l'interprétation des marchés, c'est ça qui comptera. C'est pas c'est mauvais, ça va baisser. Si c'est mauvais et que ça monte, eh bien voilà, c'est que ça monte. Alors je vois bien sûr une montée, je pense qu'on va dépasser les plus hauts, voire rapidement. Ne l'oubliez pas qu'en 2019, la première baisse n'a eu lieu que vers fin mars, il y a eu des consos. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les consolidations, il y en a eu quelques-unes en 2019, ont été rachetées. Je vous invite à aller voir le CAC 40. Voilà. Et c'est ce que je dis, je l'ai dit en janvier. Je pense que les consolidations seront une occasion pour acheter effectivement en choisissant ces titres. Voilà. Après, si vous tradez l'indice, eh bien voilà, vous suivez l'indice. Mais après, si vous êtes sur les actions comme moi, eh bien, il faudra choisir ces titres. Mais je pense que ça va être comme ça, comme en 2019. Parce que là, vraiment, vous voyez que le pessimisme, ben voilà, le pessimisme que l'on peut voir sur les résultats ou certaines statistiques, eh bien le marché ne voit que du vert. Donc là, c'est très optimiste. Le marché est très optimiste. Voilà, quand on a des résultats aussi mauvais qui sont achetés, voilà. Donc, regardez vos graphiques, effectivement. Si on passe les plus historiques, ça va être ça. Après, il va y avoir une conso. Il faudra, bien sûr, en profiter pour intervenir sur des valeurs de qualité. Après, il y a deux éléments. Parce que, comme je vous l'ai montré, nous sommes sur un top. C'est-à-dire que là, ce n'est pas exclu que le bas de 2022 soit enfoncé. Sauf que on est loin. On est dans un range, donc on peut revenir, on peut redescendre. Alors bien sûr, ce qui poserait problème, ce serait si effectivement il y avait une reprise de l'inflation. C'est-à-dire que là, effectivement, le marché se rend compte qu'il y a une reprise de l'inflation. Imaginons que l'inflation se reprend, qu'il y ait des warnings au premier trimestre. Là, par contre, ça ne sera pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et que si finalement les banques centrales vont vous expliquer qu'il faut encore monter nettement plus les taux, parce que quand ils parlent de politique restrictive, les taux à 5%, c'est pas du tout restrictif, on en est loin. Bref, donc effectivement, si le marché est contrarié dans ce qu'il veut voir, là par contre, ça pourrait se retourner, et surtout, voyez ce qui s'est passé le 24 janvier, qu'est-ce qui s'est passé le 24 janvier? Plusieurs dizaines de valeurs sur la côte américaine ont perdu de 20 à 30% très 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 rapidement. Il y a eu McDonald's, il y a eu Walmart et des grosses capitalisations. Alors voilà, je veux quand même y revenir parce que c'est quelque chose que j'avais dit il y a bien longtemps, mais nous étions encore privés, donc c'est soit en 2018, en 2019. Bon, mais ça, je n'ai pas le temps pour aller les rechercher. Voilà, j'avais bien précisé qu'il y aurait un jour de gros écarts. Je dirais à cause, voilà, je veux le dire parce que là c'est le cas, à cause des algorithmes sur les grosses capitalisations, et c'est ce qui se produit. Et là, ce n'était pas le gros doigt, c'est le trader qui commet une erreur, mais non, il y a eu un petit problème, un bug qui a entraîné l'arrêt de 80 valeurs pendant plusieurs minutes. Alors là, celui qui est content, c'est le petit porteur, bien sûr. Et nous avons enregistré des chutes de 20 à 30% sur McDonald's. Mais ça, vous savez ce que c'est un test. Bon, bien sûr, c'est mon avis. Je ne vous dis pas de me suivre et je ne vous dis pas que j'ai raison. Mais pour moi, c'est un test. Voilà. C'est bizarre, c'est un bug assez bizarre. Mais moi, je vous répète, et ça, on l'autorise. On autorise les algos. Voilà. Et le petit porteur, il peut porter réclamation. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'est pas à l'abri de ça. Je le répète encore une fois. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2020. On n'est pas à l'abri de l'improbable. Une violente chute, voilà, il suffit que, voilà, le prétexte, pareil, un prétexte,
que ça se passe mal en Ukraine, que finalement l'inflation, que voilà, que les taux, ben non, vont monter très haut. Et là, ou Adani, vous voyez, Adani finalement, c'est grave parce que Adani va s'effondrer et il y a beaucoup de monde dessus, et Total y était notamment. Adani, voilà, c'est encore autre chose. Ça, c'est, voilà, Adani, fleuron. Hein, c'est encore une autre histoire. Je ne vais pas y développer. Mais maintenant, nous sommes dans un monde et nous sommes sur un marché où, voilà, ce qui s'est passé en 2020, une chute très violente est possible à n'importe quel moment. Voilà. Avant, je vous aurais dit non. Maintenant, je vous dis que c'est possible. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Et maintenant, nous allons observer, rester très concentrés sur les marchés comme d'habitude et ne pas laisser l'émotion contrôler ses actes. Merci de votre écoute, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Ne partez pas sans vous abonner, bien évidemment, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur la cloche de notification. Bien sûr, likez et partagez ce travail et j'attends vos commentaires sous la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de cette newsletter? On reste bien sûr prudent après une telle hausse, voilà, hein. Et surtout, ne soyez pas gagné par l'euphorie.